Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui va traiter de l'intelligence artificielle dans le monde hospitalier. Alors, ce webinaire étant enregistré et puisqu'on a trois petites minutes de retard, je vous propose de démarrer directement. Donc, on va démarrer par une très très brève présentation du contexte et des intervenants. Donc, le contexte aujourd'hui, c'est bien un webinaire qui est dédié pour les prestataires des soins de santé. On va vous montrer aujourd'hui, dans la suite des différents webinaires, il y a une suite logique avec les différents webinaires qu'on a déjà organisés en partenariat avec Sagasify. Donc, aujourd'hui, c'est réellement pour les prestataires de soins de santé avec une approche très pratique, d'une part sur l'explication d'un use case qu'on va vous présenter sous forme d'interview avec notre invité spécial ici, Monsieur Jean Stouffs, et une démonstration également de la solution par Jean lui-même. Voilà, 30 minutes de webinar. Les questions-réponses viennent à la fin, éventuellement dans les 30 minutes si on va suffisamment vite, sinon dans les 10-15 minutes restants. Par défaut, vous avez vos micros fermés, donc si vous souhaitez intervenir, poser une question, merci d'utiliser en priorité le chat de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré. Le replay sera disponible par la suite aux inscrits au webinar et sur les pages LinkedIn de Sagasify et de Contrast également. Voilà. Alors, très rapidement, Contrast, prestataire de services informatiques, on est actif principalement en Belgique, on fait partie du groupe Contrast Europe. Nos métiers, c'est de développer des applications métiers, justement, des sites web, intranet, des applications mobiles, etc. Et notre vocation, c'est la maîtrise des technologies pour accompagner nos clients dans leur évolution, plutôt que transformation digitale, on aime bien parler d'évolution digitale. Voilà, et sur certains sujets, comme celui d'aujourd'hui notamment, on adore et on a l'habitude de travailler en partenariat, et notamment dans ce cas-ci avec notre partenaire sur le sujet qui est Sagasify. Arnaud, je te passe la main. Oui, merci Grégoire, bonjour tout le monde. Voilà, donc Sagasify, très rapidement, notre métier, c'est vraiment l'automatisation de processus métier au travers de solutions qui intègrent de l'intelligence artificielle. Voilà, donc aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes qui sont dans l'entreprise. On intervient, bon, voilà, on a plus de 120 projets en production dans différents secteurs, principalement l'assurance, les soins de santé, les mutuelles, l'industrie et aussi les hôpitaux, comme ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, on a vraiment aujourd'hui nos services peuvent se décliner en trois grands volets. Premièrement, on va dire plutôt stratégique autour de la détection, de l'identification d'opportunités de projets IA, on va dire, la pré-analyse pour s'assurer de bien les définir avant de passer à l'action, et la priorisation dans la roadmap et même l'aide à l'exécution de la roadmap. Le cœur de notre métier, c'est vraiment la réalisation, la construction, le développement de ces solutions. Et derrière toute la maintenance. Et alors, on a aussi maintenant tout un pan de formation à différents niveaux, que ce soit pour les équipes, mais aussi pour le management des entreprises, pour les accompagner dans leur transformation et l'intégration de l'intelligence artificielle. Voilà. Merci Arnaud. Eh bien, je propose que l'on démarre maintenant dans le vif du sujet. D'abord, Jean, je vous laisse vous présenter peut-être rapidement. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc c'est Jean. J'ai deux casquettes aux cliniques universitaires Saint-Luc. Je m'occupe à la fois de l'administration, mais aussi de la qualité. Et donc c'est deux sujets où l'intelligence artificielle peut avoir un impact. Alors j'ai rejoint Saint-Luc il y a une dizaine d'années. Et mon background est plutôt dans la gestion. Je suis ingénieur de gestion de formation. J'ai travaillé dans le conseil avant de rejoindre Saint-Luc. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, donc, si ça vous convient, c'est de vous poser quelques questions et j'afficherai ensuite les questions juste après les avoir posées pour rappeler le cadre et pour que tout le monde puisse suivre du mieux possible, hein. C'est une formule un petit peu plus dynamique que de présenter un cas sur base de slide, hein. Donc voilà, j'entame la première question. Donc en fait, pourquoi l'IA dans un hôpital comme les cliniques universitaires Saint-Luc? Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
Alors, je dirais que on a de nombreuses initiatives liées à l'intelligence artificielle. Je dirais qu'il y en a deux grands thèmes ou deux grandes thématiques principales. La première, c'est d'automatiser des tâches, hein, comme dans la plupart, je pense, des entreprises. Ça peut être de la prise de notes, de la synthèse de documents, tout ce qui est ambient listening. Donc, on parle, l'intelligence artificielle écoute, extrait les données et les recatégorise. Et puis, le deuxième cas d'usage, qui est celui qu'on va montrer ici, c'est plutôt l'accès à l'information. Donc, dans un hôpital, il y a énormément d'informations, dans des procédures, dans la littérature, et donc avoir des outils qui nous permettent d'aller chercher ces informations-là, c'est important. Et je voudrais faire un distinguo, parce que notre stratégie, je ne suis pas le seul à m'intéresser à l'intelligence artificielle à Saint-Luc, loin de là. Là, j'y reviendrai, mais il y a un peu deux grands thèmes qui se dégagent. Je pense qu'il y a un thème autour de tout ce qui est médical et un thème autour de tout ce qui est plutôt administratif. Donc, l'administratif, c'est ce que vous connaissez tous avec Copilot, ChatGPT, etc. C'est des outils qui vont nous simplifier la prise de notes, la synthèse de documents. On utilise Copilot notamment avec pas mal de nos collaborateurs l'utilisent déjà au quotidien. Là, on est plutôt tourné vers des solutions grand public parce que les données qu'on utilise ne sont pas particulièrement confidentielles. Ici, on va parler de procédures, par exemple, dans l'exemple qu'on va illustrer. Si elles venaient à fuiter sur Internet, c'est pas la fin du monde. Au contraire des données médicales. Un dossier patient, c'est le bien le plus précieux, les données de santé du patient, donc on y fait hyper attention. Ces données sont uniquement stockées chez nous, dans nos data centers on-site. C'est peut-être une stratégie un peu... voilà, on ne met pas nos données médicales sur le cloud, en tout cas pour le moment. Et donc forcément, notre stratégie d'intelligence artificielle à ce niveau-là, elle est un peu différente. Et on a des experts qui, là, n'utilisent pas des outils grand public, mais vont plutôt aller fine-tuner des modèles. Alors, ce n'est pas mon expertise personnelle, mais je voulais mettre en évidence le fait que quand il s'agit de données médicales, on a une approche très différente. Et là, c'est plutôt notre directrice de l'information médicale, notre CMIO, le professeur Demet Yüksel, qui est à la manœuvre, avec l'idée évidemment de l'intégrer dans le dossier médical pour faire de l'aide à la décision, du conseil. Et là, on n'est pas dans l'automatisation de tâches, on est plutôt sur de l'aide à la décision. Merci pour ces précisions et pour la distinguo entre les deux thèmes principaux. Je crois que c'est assez éclairant. Est-ce que vous voulez nous parler du projet mené ici avec Sagacify? Qu'est-ce qui a motivé le lancement, les objectifs que vous visiez, les solutions concrètes de ce qui a été mis en place ou ce qui est en cours? Alors, on est parti d'un besoin assez simple, c'est que on s'est accrédité il y a 7-8 ans maintenant. Énormément de procédures ont été écrites à cette occasion-là. On a plus de 15 000 documents dans notre système de gestion documentaire. Et le constat, il était là depuis pas mal d'années, c'est que quand on sait ce qu'on cherche et on sait où il se trouve, on le trouve. Mais quand on a une question générale, c'est très difficile de trouver le bon chemin. Donc aujourd'hui, elles sont organisées, c'est un SharePoint 365, très basique, avec des tuiles par thème, par département médical, par sujet, la finance, etc. Et donc, si je sais précisément où chercher, c'est facile, mais dès que j'ai une question transversale, comme par exemple comment obtenir le consentement éclairé d'un patient, il faut utiliser un moteur de recherche, et malheureusement, celui de SharePoint n'est pas particulièrement performant, en particulier quand on a beaucoup de documents. Et donc, on a une grande frustration de notre personnel de ne pas trouver l'information. Donc, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle a été écrite, mais de là à la retrouver, c'est pas évident. Et donc, ça a été notre besoin initial, qui est assez simple et petit, c'est vraiment de donner, et je pense que pour ça, c'est un bon use case, on y reviendra, mais on avait un besoin de dire, on a 15 000 procédures et on doit réussir à les rendre accessibles à tout un chacun, sans suivre de grandes logiques ou de grandes formations que sur le terrain, on n'a pas le temps de suivre. Quand on soigne un patient et qu'on veut savoir quelle est la procédure de prévention des chutes, par exemple, il ne faut pas passer 25 minutes et 30 clics pour obtenir son information. Donc ça, c'était le point de départ, je dirais, du projet. C'est ça. On parle souvent des freins à la mise en place d'un projet. J'ai peut-être ici envie de vous poser la question inverse. Qu'est-ce qui a facilité au sein de votre institution le déclenchement d'un projet comme celui-ci? Alors, on connaissait Sagacify, donc on a commencé, j'y reviendrai peut-être après, d'abord avec une solution grand public Microsoft qui ne nous a pas satisfait. On connaissait Sagacify parce qu'on a fait un autre projet qu'on appelait plutôt Big Data à l'époque. On ne parlait pas encore, c'était en 2018, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle, enfin, en tout cas pas de GenAI, ChatGPT n'existait pas encore. Et donc, on avait travaillé avec Sagacify pour identifier des erreurs de facturation, donc faire des analyses de masse sur des gros volumes de données.
qui avait abouti à un pilote techniquement fonctionnel, mais qu'on a eu un peu de mal à intégrer dans les pratiques courantes du service. Et donc on était resté sur un a priori positif sur Sagasify, mais l'envie de refaire quelque chose qui fonctionne. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, avec nos difficultés avec Copilot, est-ce qu'on ne prendrait pas une entreprise qui est plus spécialisée là-dedans. Entre-temps, ils s'étaient fort développés sur tout ce qui était GenAI, donc bot conversation, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on est entré en contact, et on y reviendra, j'imagine, après, mais ils ont apporté l'expertise en fait, qui nous manquait. En interne, ce qui a bien fonctionné, c'est que, j'y reviendrai aussi parce que ça fait partie, je pense, des éléments de succès du projet, mais c'est que l'information était structurée, donc nos procédures existent, on en a 15 000. L'intelligence artificielle ne peut résumer que ce qui existe, donc forcément, c'est la base. Et puis l'implication de notre département informatique et de notre directeur informatique en particulier, Pierre Collin, qui a facilité l'aspect technique, parce que comme c'est pas un outil grand public, il a fallu mettre en place des choses sur notre infrastructure Azure, etc. Et donc, lui a facilité ces aspects techniques-là. Donc, le lien, entre guillemets, business, même si j'aime pas trop ce terme-là dans les hôpitaux, que j'avais plutôt moi, en connaissant les besoins et les frustrations des utilisateurs, le volet purement technique du côté de Pierre Collin, et l'expertise GenAI du côté Sagasify. En plus, comme vous l'avez dit, ce qui est un élément qui revient très souvent, la qualité des données et la structuration qui étaient les vôtres. Alors, Jean, vous avez abordé un sujet que je voulais vous poser ici par rapport aux solutions du marché sur l'étagère. Vous nous avez dit avoir effectivement testé la solution Copilot. Il y en a d'autres, hein, mais Copilot est une solution intéressante. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes plutôt dirigé après sur une solution sur mesure ? Alors, comme tout le monde, j'ai vu le Ramdam Marketing de Microsoft en expliquant qu'on pouvait très facilement connecter un chatbot sur un SharePoint. Alors, on a essayé avec Pierre Collin. L'idée était de ne pas réinvestir des moyens si des solutions existaient. Le connecter à notre SharePoint n'a déjà pas été si simple que dans les démonstrations. Et puis, une fois qu'on a réussi à le connecter, ça a fonctionné. On s'est rendu compte qu'en fait, le chatbot répondait bien quand il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc, si je lui posais une question sans aucune ambiguïté, où il y a une seule procédure qui répond, je prends toujours l'exemple, c'est un peu spécifique, mais dans notre maternité, on a une procédure pour prévenir les chutes après l'accouchement. Parce que après l'accouchement, la maman qui vient d'accoucher risque de faire une chute de tension et de tomber. Et donc, on a des mesures très spécifiques, mais qui ne valent que pour le bloc d'accouchement. Et donc, forcément, quand on pose cette question très précise au bloc d'accouchement, qu'est-ce que je dois mettre en place pour éviter une chute, il répondait parfaitement. Par contre, dès que j'entrais dans des questions ambiguës du type comment recueillir le consentement éclairé d'un patient, Copilot prenait la première procédure qu'il trouvait, en sachant que sur ce type de thématique, on a des procédures générales et puis on a des procédures plus locales. Pour la recherche clinique, par exemple, on a une procédure de consentement éclairé, mais qui ne va s'appliquer qu'aux patients qui vont être inclus dans de la recherche clinique. Et on se rendait compte que Copilot, d'une fois à l'autre, allait s'appuyer sur une procédure ou sur l'autre, mais sans prévenir l'utilisateur du contexte de cette procédure, ni vraiment tenir compte du contexte de l'utilisateur. Donc ça a été le point en disant on ne peut pas déployer ça, parce que de temps en temps, il va répondre quelque chose de juste, mais qui n'est pas approprié par rapport au contexte de l'utilisateur. Et on s'est rendu compte que la root cause derrière, le problème de fond, c'est que Copilot Studio ne tient pas compte des métadonnées du SharePoint. Donc sur SharePoint, on met un document avec une série de métadonnées, hein, donc quel domaine est-ce que le document appartient, est-ce qu'il peut être vu par tous les utilisateurs ou pas, etc. Et ces données-là, en fait, n'étaient pas utilisées dans le modèle. Et c'est ça qui manquait pour enlever l'ambiguïté, hein, lorsqu'on avait de l'ambiguïté sur certains sujets. Et c'est ça que Sagasify a réussi à faire. Alors, je ne connais pas les aspects techniques de ce qu'ils ont construit, mais je sais qu'ils ont utilisé des briques tout à fait grand public de Microsoft. Hein. On est resté sur notre tenant Azure, donc on est dans l'environnement virtuel standard des cliniques avec toute la sécurité habituelle. Et il y a des briques standards et des briques moins standards, ça ils pourront expliquer si c'est nécessaire aux plus techniciens. Mais ils ont rajouté une couche en fait qui a résolu le problème que l'outil grand public n'arrivait pas à résoudre clairement. D'accord. J'ai envie ici Arnaud, de t'interroger sur la question. Tu as rencontré des cas similaires chez d'autres clients, et quels conseils tu donnerais dans ce genre de situation? Oui, en effet, enfin,
En fait, le chatbot aujourd'hui, le chatbot qui se base sur des données internes pour pouvoir répondre exactement en fait à la problématique dont je vais en parler, hein, centraliser des données transversales, permettre l'accès à de l'information dans des données qui sont silotées de manière extrêmement facile, etc. C'est un cas d'utilisation de l'IA qui aujourd'hui est extrêmement répandu, pas que dans les hôpitaux. Et donc, clairement, nous, on en développe beaucoup et dans plusieurs secteurs. Et c'est cette expérience-là qui nous a permis de pouvoir ici un peu débloquer la situation, hein. En fait, typiquement, c'est vraiment, ce dont on parle ici, c'est vraiment un cas d'usage vraiment typique. C'est-à-dire qu'une des premières questions que nous, on va poser quand on va intervenir sur un projet de ce genre, c'est essayer d'évaluer le niveau de criticité, de l'exactitude des réponses à chaque fois. Quand on peut se permettre d'avoir une réponse un peu vague ou que c'est pas nécessaire tout le temps d'avoir des réponses qui soient extrêmement précises, comme on est dans le cas ici. Il y a dans certains cas de figure, parfois, c'est pas très grave si l'IA se trompe. Alors, on peut faire des choses très rapides, comme des solutions comme proposées par Copilot. Mais quand on arrive à des cas où en fait c'est intolérable, où c'est pas acceptable d'avoir une perte de spécificité sur les réponses qui sont données, eh bien alors c'est vrai qu'il faut mettre parfois des solutions un peu plus avancées en place. Alors c'est vrai qu'ici, dans le cas de Saint-Luc, on a réussi à trouver une solution qui permette de continuer à rester dans l'environnement Copilot tout en mettant une couche, en fait, comme l'a bien dit Jean, hein, on a mis une couche en plus qui nous permet d'arriver à améliorer les performances. Donc, c'est vraiment une hybridation de technologies. Euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment un cas. Et alors il faut aussi se rendre compte que la précision, justement, alors on en a parlé des métadonnées ici, mais la précision de ce genre de solution dépend quand même fortement aussi du type de données et de la diversité des données qui doivent y rentrer. Et certains types de données, par exemple si on a des grands tableaux, bien, il faut les gérer de manière différente, etc., etc. Et donc il y a vraiment un certain nombre de questions auxquelles on doit répondre qui font que des solutions en fait qui sont très faciles, comme celle proposée par Copilot, hein, enfin voilà, la solution de base, fonctionne bien dans les cas simples, mais il y a quand même rapidement des cas où on va devoir déployer des solutions un peu plus complexes pour arriver au niveau de performance qu'on attend, en tout cas pour déployer quelque chose dans une entreprise avec une certaine forme de complexité. Donc voilà. Ok, très très bien. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer directement maintenant à la démo, hein. Ça intéressera tout le monde. Donc, Jean, je vais ici stopper le partage d'écran et te laisser la main. Très bien, donc moi je vais partager mon écran que vous devez voir maintenant. Oui, voilà. c'est bon. Juste confirmer voilà, que vous voyez l'écran, parfait. Donc en fait, ça c'est notre système de gestion documentaire. Donc c'est un SharePoint assez classique sur lequel les procédures sont organisées par tuiles. Donc je disais, si on sait ce qu'on cherche, c'est assez simple, hein. Je cherche une procédure d'urgence, je clique sur procédure d'urgence et je peux voir les différentes procédures d'urgence dans l'hôpital. Voilà. Si par contre je cherche une procédure plus compliquée, comme par exemple la prévention des chutes chez la personne âgée, ou bien le consentement éclairé, comme je le disais tout à l'heure, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut utiliser un moteur de recherche qui est très basique, qui ne permet pas d'écrire en texte, il permet d'écrire en texte libre, mais c'est le principe d'un moteur de recherche plutôt sur des mots-clés. Et donc si j'écris une phrase, je ne vais pas retomber forcément sur les procédures facilement. Et c'est donc pour répondre à ce problème-là, en fait, puisqu'on a 15 000 procédures derrière les tuiles que vous voyez là, qu'on a lancé Lucia. Alors, juste avant de vous faire la démo, parce que je ne veux pas vendre du rêve non plus, aujourd'hui, il n'est pas déployé complètement en production. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une version alpha avec Sagacify qui fonctionnait très bien. On l'a envoyé à 50 à 100 utilisateurs internes qui représentent les différents besoins, hein, des infirmiers, la prévention des infections, l'équipe d'optimisation, enfin voilà, une série de gens qui ont des documents dans cette gestion documentaire et qui sont face à des questions régulièrement par rapport à retrouver leurs procédures. Et les feedbacks sont jusqu'à présent très positifs. Et donc on est au stade où là on a un prototype fonctionnel, je dirais, en bêta qu'on va déployer dans les prochaines semaines dans l'hôpital et qui se présentera comme toutes les intelligences artificielles sous la forme d'un petit pop-up qui viendra en bas de page, d'abord sur notre système de gestion documentaire et puis si ça fonctionne aussi bien qu'on l'espère, aussi sur l'intranet et donc les gens pourront poser directement leurs questions à Lucia. Donc on l'a appelé Lucia, un petit jeu de mots entre Saint-Luc et l'intelligence artificielle.
artificielle. Et donc le principe, c'est qu'elle elle a été entraînée uniquement sur les données de la gestion documentaire. Donc elle connaît nos 15 000 procédures. Elle ne connaît rien d'autre, si ce n'est le LLM, donc le langage, le modèle de langage qui est derrière. Et donc on l'a entraînée aussi pour ne pas répondre à côté de la plaque. Donc on va faire le test, hein. C'est un peu sans filet puisque je vais vous faire un test en live, mais on va commencer par lui poser une question comme comment prévenir les chutes chez le patient âgé. J'en parlais juste à l'instant. Donc je vais simplement envoyer ma question. Elle va prendre quelques secondes pour répondre. On est en train de travailler sur le délai, le délai de réponse. On est de l'ordre de 10 secondes par réponse. Et vous voyez qu'elle va... je vois que j'ai des choses qui apparaissent ici, qu'elle va répondre en s'appuyant sur nos procédures, mais pas uniquement en disant « voilà la procédure où tu vas trouver l'info », mais en la résumant. Et la qualité du résumé est plutôt très bon. Évidemment, l'utilisateur reste la personne qui va juger du côté approprié de la réponse. Et donc, Lucia va lui faire une réponse. Vous voyez, elle a fait la synthèse de plusieurs procédures et elle met toujours le lien vers la procédure. Et donc, en cliquant sur ce lien, l'utilisateur va pouvoir voir la procédure source qui est derrière. Et j'aime bien cet exemple-ci parce qu'en fait, elle arrive à combiner des procédures qui parlent du sujet, mais qui ne sont pas forcément reliées naturellement entre elles. Par exemple, ici, elle va faire le lien vers la procédure de gestion des chutes, qui est bien celle-ci, mais elle va aussi faire le lien vers une autre procédure qui parle de la communication avec le patient et de la brochure de sensibilisation du patient. Donc, elle fait en fait une vraie synthèse et pas uniquement pointer un document. Je posais la question sur le consentement éclairé. Comment demander le consentement éclairé d'un patient? On va voir ce qu'elle va me répondre. De nouveau quelques secondes et puis la réponse se stream. Et ici, elle va faire une réponse qui est à la fois générale, mais qui va aussi s'appuyer sur des documents spécifiques. Donc, la procédure institutionnelle, on lui a appris que toutes les procédures qui commencent par CQI sont des procédures institutionnelles et devaient avoir la priorité. Et donc, elle les utilise en priorité, comme vous voyez, pour répondre. Donc, l'utilisateur peut aller cliquer dessus pour voir les détails. Et puis, si on lui pose éventuellement des questions plus spécifiques, comme ici, elle va faire un lien vers une procédure qui est uniquement valable pour la recherche clinique. Donc, elle fait réellement la synthèse en fait, de ce qu'elle trouve. Elle ne prend pas uniquement la synthèse du premier document, mais c'est la synthèse de l'entièreté du corpus avec des liens directs vers les procédures. Évidemment, elle ne connaît que ce qui est écrit. Ce qui est écrit n'est pas toujours ultra clair, il faut bien le reconnaître. Parfois, il y en a même deux procédures qui disent des choses différentes. Et donc là, maintenant, on est en train de travailler non pas sur l'intelligence artificielle, mais sur le contenu des procédures pour être sûr qu'il n'y ait pas du tout de malentendus ou de réponse à côté de la plaque. Et alors, elle répond aussi à des questions purement administratives, puisque à combien de congés ai-je droit, par exemple. Donc, elle ne va pas prendre que les procédures de soins, mais toutes nos procédures, y compris administratives, sont sur notre système de gestion documentaire. Et donc, vous voyez, elle va faire une bonne synthèse. Et ceux qui sont, j'ai vu que dans l'audience, il y avait des gens de Saint-Luc, vous connaissez la complexité de notre tableau de gestion des congés. Je trouve que l'exercice de synthèse est plutôt pas mal par rapport à ça. Et alors, je vais vous faire un dernier exemple, parce que ça, c'était important de mettre une limite claire à l'outil. Elle ne divague pas ou elle n'invente pas de réponse et elle met des limites sur les questions qu'on lui pose. C'est-à-dire que si on lui pose une question à laquelle nos procédures ne répondent pas, elle dit qu'elle ne sait pas plutôt que d'inventer une réponse, qui est le cas malheureusement de certaines intelligences artificielles grand public qui vont vous décrire des animaux qui n'existent pas ou des types de soins qui n'existent pas, simplement en faisant la synthèse de sources diverses et variées et le faire avec un niveau de précision qui donne l'impression que c'est juste. Et donc ça, évidemment, on voulait l'éviter. Donc ici, je lui ai posé une question. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu à Saint-Luc, donc elle ne s'arrête pas. Je vais attendre qu'elle termine pour reprendre la main. Voilà, en résumé, elle a presque fini. Et je vais lui poser une question avec l'horaire du bus pour aller à Bruxelles-Ville, mettons, j'en sais rien. Hop. Et normalement, là, c'est un test grandeur nature, mais elle est censée me répondre qu'elle ne donne pas les horaires de bus. Voilà. Je ne suis pas en mesure de vous fournir les horaires de bus, mais elle va renvoyer vers... elle a quand même trouvé une procédure qui parle des horaires de bus pour venir à Saint-Luc, et elle renvoie vers le site de la STIB.
Donc, elle n'a pas, l'information qu'elle donne ici est juste et correcte. Elle l'a probablement pris dans notre brochure d'accessibilité de l'hôpital, mais par contre, elle ne va pas inventer des horaires, des lignes de bus qui n'existent pas. Et on est sûr que l'information qui est donnée est la plus juste possible. C'est ça, mais on n'ouvre pas aux API de la STIB, pas à ce stade. On pourrait, techniquement, on pourrait. On pourrait, bien sûr. A été que Lucia, parce qu'on parle aussi de procédures, et donc on ne voulait pas qu'elle aille faire des recherches sur Internet et qu'elle renvoie les procédures d'autres hôpitaux ou des procédures qui sont applicables ailleurs. On voulait vraiment qu'elle ne parle que des procédures Saint-Luc, avec du coup le risque que soit le sujet ne soit pas couvert dans une procédure, on n'a pas toujours la tradition de tout écrire, et donc il y a encore des choses qui ne sont pas dans nos procédures, et on court aussi le risque que parfois deux procédures disent des choses différentes. Et donc, pas qu'on est en phase de test avec des utilisateurs pour s'assurer que la synthèse qu'elle fait est de bonne qualité et qu'il n'y a pas un problème à la source dans les données. Voilà. Donc ça relève bien d'une approche par phase, et c'est ce que vous venez de dire est lié, j'imagine, aussi à des questions de sécurité. Ce qui m'amène un peu à la question de dire, OK, suite à cette première phase-ci, qu'est-ce qui est alors envisagé, je vais reprendre la main, en termes de roadmap ou de prochaines étapes? La première chose, ça va être de le mettre en production. Donc, ce que vous voyez là a été finalisé il y a moins de 2 semaines. Donc, c'est un projet qui a été fait de façon assez agile. Et je crois que Sagacify a commencé à travailler dessus il y a 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un projet qui a pris des années. Et en fait, on utilise... on y reviendra certainement plus loin, mais c'est la valeur pour moi de Sagacify de connaître les briques à empiler, dans quel ordre, pour nous faire gagner du temps. Il s'est encore amélioré hier, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez agile. La présentation n'était pas aussi claire qu'aujourd'hui, donc on a été assez agile, enfin ils ont été assez agiles sur l'évolution de l'outil. Et donc la première chose, c'est de le mettre en production et que nos 6000 employés aient accès et puissent le tester. Je suis certain qu'on aura des retours utiles. On log aussi toutes les questions pour pouvoir vérifier qu'il ne dit pas de bêtises et continuer à lui apprendre, parce qu'il y a peut-être, comme je disais, il y a certainement des procédures qui manquent, des procédures qui ne sont pas claires, voire parfois des amalgames que le bot peut faire, auxquels on lui explique de bien distinguer certains concepts. C'est une méthode assez agile finalement. Et donc la feuille de route sur Lucia, c'est de la déployer sur notre intranet, de lui apprendre aussi toutes les procédures qui ne sont pas en accès grand public. Donc on a des procédures qui sont réservées à certains secteurs. Donc on va lui apprendre à vérifier les droits d'accès de l'utilisateur et du coup d'agrandir son corpus avec des procédures. Si je suis par exemple à la pharmacie, il y a beaucoup de procédures qui ne sortent pas de la pharmacie ou du laboratoire. On va lui permettre d'interagir avec notre Active Directory pour récupérer les droits de l'utilisateur et ajuster ou améliorer le contenu en fonction du rôle de l'utilisateur. Donc ça, c'est sur la roadmap purement Lucia. Après, sur la roadmap intelligence artificielle, là, c'est plutôt dans les mains de notre CIO Pierre Collin et de notre CMIO Demet Yüksel. Là, l'idée, c'est de déployer des bots pour les 2 tâches que je mentionnais juste avant, c'est-à-dire automatiser des tâches ou faciliter l'accès à l'information. On a notamment comme projet, avec ou sans Lucia, on va voir, d'intégrer les procédures médicales qui sont dans nos 15 000 documents que je vous ai montrés, directement dans le dossier médical. Donc en fonction de ce que le médecin ou l'infirmière va taper, par exemple, elle va cocher la case chute, elle aura un pop-up ou un lien qui lui permettra d'accéder directement à la synthèse de ce qu'elle peut faire pour ce patient. Et l'avantage de le connecter avec notre dossier médical, c'est que on va pouvoir passer des informations sur le patient et donc ajuster la réponse. Toute la difficulté étant de le faire de façon GDPR compliant, on va dire. Et donc là, l'outil Lucia aujourd'hui n'utilise pas de données patients, donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de données personnelles dans Lucia. Si on commence à enrichir les questions avec des contextes de patients, etc., on rentre dans des données plus sensibles, on ne veut pas qu'elles sortent. Et donc là, on a une approche plutôt interne avec des LLM on a investi dans des outils pour les entraîner sur site et pas faire sortir les données. Mais ça, c'est plutôt, je dirais, la roadmap de notre directrice de l'information médicale. Mais donc, on fait aussi des choses sur ce volet-là. Et puis, sur le volet purement administratif, il y a des tâches, notamment dans les contacts patients, les prises de rendez-vous, où on pense qu'on peut automatiser certaines choses. Un des effets de bord de Lucia, c'est qu'on lui a, dans les procédures, il y a les guides de prise de rendez-vous, donc les questions que nos secrétaires doivent poser pour fixer des rendez-vous et s'assurer que le patient est correctement trié. C'est des visios en PDF. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elle les avait digérés
pas parfaitement, mais globalement bien digéré. Et donc, quand on lui pose une question, comment planifier, quel médecin aller voir pour telle spécialité, elle arrive à répondre avec le type de visite qu'il faut utiliser pour planifier le patient. Et donc, on s'est dit, là, il y a un nouveau cas d'usage qu'on va pouvoir développer, c'est qu'on va améliorer sa formation, on va fine-tuner sa compréhension de nos procédures, peut-être lui apprendre à lire des visios, je suis certain qu'il existe des modèles pour faire ça très bien, et ça pourrait devenir un outil pour aider nos secrétaires dans des planifications complexes à obtenir tout de suite les bonnes questions à poser aux patients. Donc des projets, on en a plein. L'enjeu, ça va être de les prioriser, s'assurer qu'on a un business case derrière. Le nerf de la guerre reste l'argent, les ressources, et de s'assurer qu'il y a un impact patient, le tout dans le respect absolu de la confidentialité des données médicales. Je l'ai dit, dès qu'on touche à des données médicales, y compris des factures patients, c'est a priori pas des solutions grand public qu'on va utiliser parce qu'on veut un contrôle absolu sur ce qui est fait de ces données. C'est très complet, très éclairant. Je ne doute pas que pas mal de vos confrères ici qui sont présents, pourront, se projeter par rapport à ce que vous venez de dire. Avant de passer aux questions-réponses justement, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez leur donner? Vous parliez des clés de réussite ou un conseil en particulier? Je ne sais pas si je peux vraiment donner des conseils, mais en tout cas, je pense que ce que je retiens de notre expérience, c'est que les outils grand public font déjà beaucoup de choses. J'utilise Copilot comme beaucoup de collègues très régulièrement pour des tâches basiques. Ces outils ont des limites, il faut les connaître et connaître ceux qui vont pouvoir les lever. Sagacify, il y a beaucoup d'autres entreprises qui font ça, et donc je pense qu'il faut dans les hôpitaux, on n'a pas cette expertise-là, et donc il faut qu'on s'entoure. Et puis le nerf de la guerre, c'est d'avoir des données structurées. Donc je peux vous montrer quelque chose, je pense, de convaincant sur la recherche de données, parce que nos procédures sont bien écrites, maintenues, à jour. C'est clair que si la procédure n'est pas à jour, Lucia va répondre quelque chose qui n'est pas à jour. Et donc, le nerf de la guerre reste de structurer les données. On a un pilote comme ça dans un de nos services administratifs où on voulait mettre un chatbot à destination du personnel pour aider à la prise de décision et à l'analyse de dossiers. Et puis, on se rend compte qu'en fait, les procédures ne sont pas suffisamment détaillées que pour le nourrir. Et donc, le problème n'est pas technique, il est humain, c'est de prendre les quelques mois nécessaires pour redocumenter ce qui manque et s'assurer qu'après on peut le donner à un outil comme par exemple Copilot Studio, à mon avis il fera ça bien, pour le digérer et le ressortir. Donc la qualité des données et l'existence de ces données est vraiment un élément clé. L'utilisation des outils grand public, il s'améliore toutes les semaines. Copilot faisait des choses cette semaine qu'il ne faisait pas il y a 6 mois ou il y a un an. Et donc il faut rester attentif parce que je pense que c'est une bonne réponse à beaucoup d'usages. Et pour les choses plus complexes ou plus sensibles, que ce soit technologique ou en termes de protection des données, là, je pense qu'il y a des gens dans ces métiers qui doivent être mobilisés. Très bien, merci beaucoup. Le moment est venu, comme on est volontairement sur un format court, hein, pour vous permettre de garder votre journée de travail, optimisée. On est venu au moment des questions-réponses, donc là, j'appelle mes collègues à remonter ici les éventuelles questions qui seraient, remontées sur le chat. Je vois une question de Jacques Rossler. Bonjour Jacques. Cette solution est-elle transposable, Aziz, dans un autre hôpital qui utiliserait aussi SharePoint Online pour héberger ses procédures? Alors je pense que oui, enfin j'en suis sûr en fait, et je pense que on peut même supprimer SharePoint Online de la phrase parce qu'en fait l'outil se nourrit des procédures qu'on lui donne. Et en fait je rentre un peu dans les détails, mais en fait il y a une copie de notre SharePoint. Dès qu'on met une nouvelle procédure en version validée, elle est exportée sur un autre espace qui va être utilisé pour l'entraînement. Et donc, en fait, on est agnostique du fait que ce soit hébergé sur SharePoint. Ça pourrait être dans un folder avec tous des PDF. L'enjeu étant que les procédures soient claires et qu'elles puissent être, c'était ça l'enjeu ici, c'était de lui faire comprendre que certaines procédures étaient plus importantes parce qu'elles sont institutionnelles que d'autres et tenir compte du contexte. Et donc, nous, on l'a fait via les métadonnées, c'était fait dans les métadonnées de SharePoint, mais on pourrait très bien imaginer ça avec d'autres moyens, j'imagine. Donc, je pense que c'est très transposable. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions a priori.
souvent le nerf de la guerre, c'est quand même le prix de toutes ces solutions. Je ne veux pas donner tous les détails de ce qu'on a payé, mais je pense que c'est important de dire que c'est pas un projet avec 6 chiffres derrière, ou 6 zéros derrière le chiffre. Au contraire, c'est un projet qui s'est étalé sur quelques semaines. Sagacify n'a pas travaillé tout le temps, plein temps dessus, hein. Je pense que c'était quelques jours par semaine à chaque fois. Et donc on est sur un POC qui est tout à fait payable pour un hôpital, et même un hôpital qui n'a pas notre taille. C'est vrai qu'on a vu la taille de Saint-Luc, on a certaines facilités à faire ce genre de projet, c'est clair, mais je pense qu'un hôpital de plus petite taille peut sans problème se le permettre, d'autant que je pense qu'il va faire gagner c'est le genre d'usage où on va gagner du temps, on va gagner d'efficience, et donc c'est peut-être difficile à mesurer, mais là je suis sûr qu'on aura un ROI sur ce petit investissement. Très bien. Arnaud, tu souhaites ajouter quoi que ce soit, comme on n'a pas d'autres questions a priori? Bon, on a une autre question sur le type de document, mais avant ça, j'aimerais quand même un petit peu préciser, et je pense que Jean l'a déjà abordé, hein, mais ça vaut la peine peut-être de repasser dessus, que en mettant en place ce genre de solution, on a aussi un socle technologique qui permet d'arriver éventuellement à particulariser l'outil pour certains types de départements, certains types d'utilisation, etc. Et donc, en fait, parce que, voilà, au final, une fois qu'on a un moteur d'intelligence artificielle et qui a pu digérer quelque part et qui peut avoir accès à toutes ces informations et qui arrive à en comprendre la structure, l'importance, à trier finalement tout ça, eh bien, on peut réutiliser ça de plusieurs manières. Et donc, il y a aussi le fait que, voilà, en mettant en place ça une fois, on a potentiellement la possibilité d'aller construire d'autres cas d'usage sur base de ces premiers essais, qui arrivent parfois aussi à l'utilisation, comme Jean l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. Et alors, au niveau du type de document, ça, je pense, Jean, vous avez probablement, tu peux répondre. Nous, on a principalement des fichiers Word, un peu de PDF. En soi, tout ce qui va sur SharePoint peut être utilisé. Lucia, aujourd'hui, comme je disais, n'est pas super entraînée pour analyser les visios, par exemple, même si je suis sûr qu'il existe des agents qui font ça très bien. Donc, on pourrait très bien imaginer l'améliorer là-dessus, mais ce n'était pas un enjeu chez nous à court terme. Elle n'analyse pas non plus de vidéos ou ce genre de choses-là, parce que ce n'était pas dans nos besoins, on n'a pas de vidéo sur notre gestion documentaire. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, il n'y a plus beaucoup de limites sur le type de document qu'on peut utiliser pour entraîner un modèle. Ici, on est vraiment parti d'un problème assez basique existant avec un SharePoint de procédure qui est en place depuis une dizaine d'années. Donc, on était sur un truc assez low-tech, on va dire, avec simplement des Word et des PDF et quelques PowerPoint. Et il les a digérés sans difficulté. Ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu voir le niveau de jusqu'où on doit creuser dans les documents. Si vous avez par exemple un PDF qui a du contenu textuel, on va pouvoir l'ingérer. S'il y a des tableaux de taille raisonnable, en fait, pour l'IA, un tableau, elle va voir le tableau de manière linéaire. Et c'est beaucoup plus compliqué pour l'IA, en fait, d'arriver à faire sens de la structure d'un tableau, comme nous, on le fait avec nos yeux, on voit la structure tabulaire. Et donc, du coup, un tableau de taille raisonnable, une IA va arriver à s'en sortir. Si jamais on a des gros tableaux à gérer avec des informations précises à aller chercher dedans, alors c'est possible de s'en sortir, mais il faut mettre en place des procédures spécifiques pour repérer ces tableaux et les donner, et donner la possibilité à l'IA en fait, d'aller faire sens de ces données de manière spécifique. De la même manière, si vous avez un graphique typiquement, où on voit, il faut aller croiser un axe désordonné, un axe des abscisses, et retrouver une information qui va se trouver à un certain point sur l'axe d'une courbe, par exemple. Ça, c'est tout à fait spécifique et potentiellement, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment une question de quel type d'information il y a dans les documents. Et ça demande une analyse peut-être un peu plus approfondie en fonction de ce qu'on veut pouvoir en tirer. Je vois que Kevin a peut-être quelque chose à ajouter. Et justement, tu parles de l'analyse et je pense que c'est une étape essentielle quand en tant qu'organisation, on se pose la question, mais tiens, j'entends plein de belles choses quand on parle d'agents IA et de chatbots. Je pense que la première étape, une étape très importante, c'est s'inscrire peut-être dans une petite mission d'analyse qui va permettre à une entreprise experte, par exemple, comme Contrast ou Sagacify en IA, d'étudier un petit peu les fonctionnements des processus tels qu'ils sont aujourd'hui. Et ensuite, grâce à notre expertise et expérience, venir proposer une roadmap chiffrée sur quels sont tous les processus qui peuvent être totalement ou en partie automatisés pour décharger effectivement le personnel de certaines tâches qui aujourd'hui ne nécessitent plus spécialement qu'elles s'y attardent.
avec voilà, une proposition effectivement sur la durée de voilà, stratégiquement et si on doit s'aligner aux objectifs stratégiques de l'organisation ou de l'hôpital, quelles pourraient être nos recommandations pour monter progressivement en compétences et accroître sa compétitivité ou en tout cas le soin pour le patient et l'efficacité de l'organisation. Donc ça, c'est au niveau de la démarche. Comme Jean l'a dit, ce que Jean a montré comme démo, c'est tout à fait abordable et ça peut être, beaucoup des éléments peuvent être réutilisés effectivement dans un autre hôpital, pour autant effectivement que les connecteurs soient configurés de manière adéquate. Et je pense qu'au niveau philosophique, aujourd'hui, il y a peu de limites avec l'intelligence artificielle. Là, on voit qu'on a développé un agent IA qui est connecté spécifiquement à l'ensemble des procédures internes et institutionnelles chez Saint-Luc. Mais on peut développer d'autres agents IA qui ont des spécificités de métiers différentes, qui sont soit experts dans l'usage de tel ou tel outil ou de telle ou telle activité métier de l'hôpital. Et on peut même venir connecter ces IA entre elles. Lucia pourrait très bien demain contacter un autre agent IA qui est un autre chatbot ou un agent qui n'a peut-être pas cette interface utilisateur pour effectivement faciliter la prise de rendez-vous, comme j'en le disais, au niveau du secrétariat pour faciliter le patient dans le cadre de son trajet patient spécifique à boucler toute une série de rendez-vous. Mais on pourrait effectivement contacter aussi développer un agent IA sur les finances, que sais-je. Je pense qu'il y a peu de limites quant aux possibilités de ces agents IA pour venir décharger les équipes métiers d'un nombre de tâches de plus en plus importantes. Et je pense qu'un bon premier pas, c'est effectivement essayer de réaliser quel est le potentiel. Et ça, on peut le réaliser dans une petite mission d'audit chez vous. Merci Kevin, c'est une réflexion qui vient faire écho à ce qu'on avait déjà donc passé comme message lors des premiers webinaires, mais effectivement, c'est très intéressant. Je vois qu'on n'a plus de questions et qu'on arrive au bout du temps qu'on s'était donné. Ce que je vous invite à Grégoire, il y a faire, encore une question Oui. sur il y a le encore une nombre question. d'utilisateurs de Lucia actuellement. Oui. Ok, Vraiment, merci. je suis en train de répondre par écrit. Donc, Ok. ah, parfait. On a à peu près, donc on nous demande combien de personnes utilisent et quel profil. Pour le moment, on a une cinquantaine d'utilisateurs en bêta-test pour s'assurer qu'ils ne racontent pas des bêtises, parce que ce serait le risque évidemment, qui est un événement indésirable sur base d'une mauvaise réponse de notre intelligence artificielle. Donc on l'a envoyé à différents types de métiers, des infirmiers, des médecins, des administratifs, dans différents domaines, soit spécialisés, soit plus généraux, pour vraiment essayer de cadrer tous les cas particuliers. Tous les feedbacks que j'ai reçus pour le moment ne portaient que sur des aspects techniques de visualisation de la réponse, de lenteur ou d'affichage, qui ont en grande partie déjà été résolus. Sur le fond, on n'a pas encore remonté un exemple où vraiment le modèle a répondu une bêtise. Et donc on va le déployer dans les 2-3 prochaines semaines, peut-être un peu plus, à tous nos utilisateurs. Et là, on va monitorer d'assez près son utilisation. Je serais curieux effectivement de voir qui l'utilise. On a une dernière question qui est comment obtenir le lien vers l'enregistrement du webinaire? Oui, donc ça c'est très simple. Vous allez donc, si vous êtes inscrit, vous allez recevoir dans l'heure qui suit, je dirais, un lien directement généré depuis la plateforme qui va vous permettre de le revisionner. Et de notre côté, donc Mélanie, Aya vont publier sur nos pages LinkedIn également un replay. Et si d'aventure vous souhaitez d'autres informations, des questions en particulier, vous pouvez toujours joindre Arnaud ou moi-même avec les coordonnées qu'on affiche ici. Voilà. En tout cas, je tiens chaleureusement à vous remercier, en particulier Jean et tous les intervenants ici, et à vous tous qui avez pris le temps ces 3 quarts d'heure pour venir suivre ce webinaire qui, je l'espère, aura été inspirant pour vous. Et on vous dit à la prochaine fois. Encore une dernière question, Grégoire. Une dernière question, allons-y. Allez, une dernière. Que se passe-t-il si une procédure est supprimée et comment l'enlever de Lucia? En fait, il y a un mécanisme qui récupère les procédures sur Paco, mais qui supprime aussi celles qui sont supprimées. Donc, il est à jour à quelques heures près par rapport à notre système de gestion documentaire. Ça fait partie des choses qu'on doit vraiment maintenant tester dans le détail, mais sur le papier, en tout cas, ça a été conçu comme ça. Parfait.
On peut dire que c'était le mot de la fin. Merci encore à tous et une excellente journée. Merci à tous, au revoir.